Pour toutes ces bonnes nouvelles, il y a donc du contenu de qualité qui nous arrive et tous les sériphiles en seront heureux. Alors, le but de Médias en scène, c'est de rassembler journalistes, spectateurs, auditeurs, pour inventer des nouvelles manières d'être plus proches, d'être plus pertinents. Ce que nous voulons, en effet, c'est renouer le fil de la conversation, vous donner les moyens et les informations nécessaires pour participer au débat public. Nous le sentons bien, tous et toutes, que notre société change. Nous en voyons les défis et nous en ressentons les douleurs, mais reste à éclairer encore les possibles et répondre à toutes vos questions et vos préoccupations. Pour cela, encore faut-il les connaître. Et pour ça, le mieux, c'est tout simplement de vous le demander directement. C'est ce qu'a fait Arte en lançant Il est temps, une grande enquête internationale participative sur vos souhaits, vos aspirations, vos rêves et aussi vos craintes. Le résultat est une plongée passionnante au cœur des sociétés européennes. Pour vous en présenter les résultats en avant-première, je vous confie à la rédactrice en chef des Échos Start, qui est la verticale jeune et engagée des Échos, Madame Julia Lemarchand, et ses invités. Mais juste avant, pour nous, il est temps de voir à quoi ça ressemble. En mai, Arte lançait Il est temps. Une enquête géante sur la société que vous voulez pour demain. Moi, j'ai pas envie de subir ma vie. 130 questions, 400 000 participants, plus de 40 millions de réponses. Le cliché du bobo écolo est quand même vrai. Non, pas d'accord. Ah bah, capitaliste! Je me nourris quasiment qu'avec des invendus. C'est un luxe d'avoir des rêves. Un collectif de sociologues a analysé ces données. On fait pas muter la société comme ça en 5 minutes. Et maintenant, il est temps de faire le bilan. Avec une programmation spéciale qu'il est temps de consulter sur arte.tv. Bonjour à tous ceux qui nous regardent derrière votre écran. Il est temps de donner votre avis, de peser sur l'avenir de la société, de repenser le monde de demain en remettant cette fois au centre la question du climat. C'est le pitch, vous l'aurez compris, de cette grande enquête participative qui a démarré fin mai. Résultat, 400 000 répondants dans 15 pays ont donné leur avis. Il est temps, c'est aussi un projet transmédia qui a mobilisé de nombreux partenaires qui ont vu dans cette opération une double opportunité. Évidemment, transformer les relations qu'ils entretiennent avec leurs audiences, mais aussi se transformer en interne. C'est de cela dont on va parler, mais aussi évidemment des grands enseignements à tirer de cette étude sociologique, la plus large jamais menée, sur nos rapports à l'écologie. Et puis on s'accordera 5 minutes pour conclure, en regardant un film de 5 minutes qui s'inscrit dans une série documentaire qui sera diffusée lors de 4 soirées spéciales sur Arte du 24 au 27 novembre. J'aimerais commencer par vous présenter nos intervenants. Christophe Nick, bonjour, vous êtes cofondateur de Yami 2, producteur d'Il est temps. Côté production, il y a aussi Margot Missika chez Upian qui est avec nous en ligne. Je ne sais pas, voilà, on la voit ici. Bonjour. Bonjour. Gala Cabage, vous êtes coordinatrice de Quantité Critique, le collectif de sociologues qui a élaboré le questionnaire et qui l'a aussi analysé, enfin ses résultats. Et enfin, Fabrice Puchot, vous êtes directeur de l'unité Société Culture d'Arte France et aussi coproducteur d'Il est temps. Donc merci et bienvenue à tous les 4. Démarrons avec vous, Christophe, Nick. Vous êtes à l'origine de cette folle histoire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en fait comment cette aventure Il est temps a commencé et pourquoi avoir choisi la thématique de l'environnement ? Parce que c'est un projet de 4 ans, parce qu'en 2016, on avait fait une précédente campagne qui s'appelait Génération Watt, où on voyait que dans toute l'Europe, la préoccupation principale et de très loin des 18-34 ans était l'environnement. Et très loin devant tout ce qui peut être terrorisme, guerre, etc. Ça nous a tellement surpris, c'était tellement une rupture qu'on s'est dit qu'il fallait créer un instrument d'abord pour écouter cette génération, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur l'état du monde, et ensuite mesurer ce qu'elle pense et par rapport aux autres générations. Donc ça a été un très long processus avec des sociologues, donc Quantité Critique, avec des jeunes documentaristes de moins de 35 ans, à qui on a demandé de nous donner ce regard, de voir comment eux voyaient leur génération et les problématiques qu'elles avaient affrontées, puisque c'est elles qui héritent d'un monde
dont on sait maintenant, tous les scientifiques nous disent qu'il est très très mal parti. Donc c'était ça. Et comment elle prend ça, comment elle le vit intimement, comment elle le vit en termes de citoyen, comment elle se place, comment on peut être heureux aujourd'hui avec ça, et sur quoi on a envie de s'engager et comment on s'engage. Donc c'est tout un ensemble de projets documentaires en ligne, consultatifs, participatifs, qui était assez gros à mettre en place. Mais voilà, ça renvoie un petit peu à une précédente étude, Génération Watt, mais là, cette fois, qui est aussi une grande étude européenne que vous aviez menée il y a 3 ans plus tôt, peut-être. Je crois que c'était en 2016. 2016, voilà. Mais là, cette fois, il y a quand même un focus très, très pressant sur l'environnement. Comment On avait cette intuition, mais c'est une intuition. Il fallait le vérifier, il fallait voir. Est-ce que la perception des questions d'écologie et de survie de la planète modifie le champ de perception idéologique, le champ de l'engagement, le champ de sa vie quotidienne? On commençait à parler de solastalgie, de tous ces gens qui rentrent en dépression quand ils ont vraiment pris conscience du problème, de rupture, de gens qui déménagent, de vie qui se réinventent, de réparateurs, enfin des tas de phénomènes dont maintenant les médias sont habitués, dont on parle partout. Qu'est-ce qu'il en est pour de vrai et vers quoi ça nous amène? Au fond, c'était aussi intéressant parce que moi, je deviens vieux, voilà. Et donc, c'était aussi une curiosité personnelle. Qu'est-ce que nos enfants vont faire d'un monde qu'on leur laisse? Et où nous emmène-t-il? Où est le degré de critique? Est-ce que c'est OK boomer? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce qu'il y a de l'empathie? Ou est-ce qu'il y a de la rupture? Où est la colère? Où est la radicalité? Voilà, il fallait mesurer, comprendre et surtout les laisser nous le dire. Voilà, c'est ça qui était très intéressant. C'était trouver des documentaristes de cette génération qui allaient s'emparer d'Arte, voilà, pendant 4 soirées pour nous dire les choses. Et justement, Fabrice Puchot, vous avez été complètement emballé par le projet, vous êtes embarqué un peu dans l'aventure pour devenir un peu, voilà, beaucoup même, j'ai l'impression, pour finalement devenir plus qu'un diffuseur en bout de chaîne, parce que pour vous, vous me disiez que le questionnaire de l'enquête en soi est un programme. Expliquez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que d'abord pour Arte, c'était une proposition extrêmement séduisante et extrêmement intéressante parce que c'est l'idée d'un grand récit déployé sur un an. À partir du questionnaire, avec les films, avec toutes les propositions qui ont été faites par nos partenaires et par nous-mêmes sur les réseaux. Mais Margot Miska vous en parlera plus précisément. C'est ça, c'est un grand récit d'aujourd'hui protéiforme sur une multitude de canaux. Donc déjà, il y avait un enjeu, un pari, qui était extrêmement intéressant parce que le pari d'Arte, c'est justement de ne pas être la chaîne du buzz, de ne pas être la chaîne de l'hystérie, du spectacle de la violence que l'on voit quand même beaucoup trop à la télévision. Donc c'était raconter cette longue histoire. Ensuite, comme on est le média du temps long, 1 an, une histoire sur 1 an, sous de multiples formes, on est aussi le média qui se pose sans cesse la question de la pertinence. Et quoi de mieux pour vérifier la pertinence des récits que justement inverser le processus, ne pas être un média vertical qui énonce, mais être un média qui questionne, qui entend, qui écoute. Et vraiment, cette vocation à donner la parole à une génération nous a vraiment enthousiasmés et toute la chaîne. Voilà, c'est le début d'une conversation, d'une longue conversation qui a commencé avec ce questionnaire. Et c'est cette dimension, le mot n'est pas très beau, mais mettons conversationnelle, qui est aujourd'hui, je crois, les médias évoluent énormément, très très vite. Cette dimension conversationnelle, elle est essentielle pour un média d'aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Le dernier point, c'est que la verticalité du discours, c'est vraiment plus une option très intéressante. Voilà, quand vous tentez d'approcher le réel, quand vous tentez d'approcher les gens, effectivement, quels sont leurs désirs, quels sont leurs plaisirs, quelles sont leurs envies, leurs peurs, leurs joies, leurs idées, qu'est-ce qui les meut? Eh bien, c'est pas très intéressant, la verticalité. Donc voilà, le questionnaire, c'est pas un formulaire,
en fait. Ouais. Dynamique, un questionnaire dynamique. C'est une expérience. C'est une expérience qui a été conçue par Yami, qui a été conçue par Upian, qui a été conçue par les équipes aussi de Arte Développement. Voilà, c'est une expérience à vivre sur le moment. Cet aspect un peu laboratoire, expérimentation, peut-être Margot peut nous en parler chez Upian. La construction du projet, ça a été quand même assez épique. Comment et avec qui vous avez travaillé sur ce questionnaire dynamique? Comment ça s'est passé concrètement? On a passé plusieurs mois à discuter avec les sociologues. Donc il y a Gala, mais il y en a plein d'autres derrière elle, cachés du collectif Quantité Critique. Nous, producteurs, donc à la fois chez Yami 2 et chez Upian, auteurs, associations qui nous ont accompagnés aussi pour tester, pour explorer des zones qui n'étaient pas forcément spontanément les nôtres. L'ADEME, qui a participé à beaucoup de réunions de conception, le collectif On est prêt, qui nous a accompagnés à la fois sur la partie éditoriale du questionnaire, mais aussi, j'y reviendrai juste après, sur la partie accompagnement du questionnaire par des vidéos, des explainers, des youtubeurs, pour approfondir certaines thématiques. Et en plus, nous, on travaille avec des designers, des développeurs, c'est-à-dire des gens qui vont donner leur avis sur la construction éditoriale de quelque chose pour penser l'expérience utilisateur dès sa conception. Donc, en fait, comme il y a une friction sur ce projet entre un programme interactif qui doit être divertissant et surprenant pour les gens qui vont le faire tout seuls face à leur ordinateur, et en même temps une étude sociologique qui doit permettre à des scientifiques de sortir des résultats qui soient exploitables et qui permettent de comprendre un certain nombre de choses. C'est ce qui fait la richesse du projet. Et en même temps, c'est ce qui fait que on s'engueule dans une pièce pendant des mois et des mois pour savoir que chaque mot, chaque virgule soit vraiment le meilleur qui soit, que les textes soient courts, que ce soit efficace, qu'on comprenne tout, que ce soit pas un ton trop scientifique, en même temps que ce soit que ça fonctionne, quoi. Et après, on a toute la partie aussi production de vidéos, donc qui ont été faits avec des créateurs web, avec Chris Shepard qui les a accompagnés, et plein de partenaires. Je sais pas si il y a la slide, mais voilà, on a aussi 32 travaillé partenaires au total, en effet, des médias, des associations, des institutions. Voilà. Et puis vous en mentionnez aussi des youtubeurs, enfin voilà, pas mal de métiers et de parties prenantes. Donc un joyeux bazar, mais finalement ça a donné lieu à vraiment de la matière très intéressante. Gala, peut-être vous pouvez nous en dire un mot, mais avant, on aimerait bien savoir qui a répondu à ce questionnaire et pourquoi déjà c'est intéressant en soi. Alors, effectivement, il est important de comprendre l'échantillon Il est temps. En fait, c'est une base qui possède un ancrage particulier, qui possède des caractéristiques particulières. Volontairement, je vais grossir le trait pour le dire rapidement. C'est un échantillon qui est plus jeune que la population française. C'est un échantillon qui est socialement situé dans les classes supérieures. Et c'est un échantillon qui, politiquement, se situe plus à gauche que la population générale française. Alors, à quoi sont liées ces spécificités ? Tout d'abord, les canaux de diffusion d'Arte, forcément, ont aiguillé les répondants. Il y a aussi la forme questionnaire, qui est une forme avec laquelle les personnes diplômées sont traditionnellement plus à l'aise. Et il y a bien sûr la thématique de l'écologie, dont l'opération a été imprégnée. Je ne sais pas si on l'a dit, le questionnaire était en ligne et comportait 133 questions. Le fait aussi qu'il soit en ligne oriente forcément vers une population plus jeune. Mais nous, on a fait le choix en fait, de conserver ces équilibres naturels qui sont pour nous un premier résultat. Comme ces répondants ont été attrapés, entre guillemets, par l'écologie, ça nous donne déjà une première intuition de l'espace de déploiement de l'écologie. Également, le fait de conserver cette base, qui est une base immense, on est à 400 000 répondants, vous disiez. 42 millions de réponses au total, c'est assez impressionnant. Très impressionnant. On n'en revient toujours pas de ce chiffre, non, qui est nous non plus. immense pour ce Et les type d'enquête. statisticiens non plus. Donc en fait, le fait de conserver cette base naturelle dans toute son envergure, ça nous permet d'avoir des groupes qui sont certes minoritaires à l'intérieur de la base, donc des personnes de plus de 65 ans, des catégories socio-professionnelles comme les ouvriers, ou encore des répondants de droite ou d'extrême droite, donc des sous-groupes qui sont sous-représentés à l'intérieur de la base, mais qui sont quand même présents en très grand nombre, donc qui sont pertinents à étudier et qui sont traditionnellement absents
de l'imaginaire écologiste. Donc on est très heureux d'avoir ces groupes-là et de pouvoir identifier leur rapport à l'écologie. Et justement, est-ce que l'écologie aujourd'hui est un thème qui rassemble ou qui divise? Parce qu'on voit bien qu'il y a plusieurs courants, plusieurs groupes. Vous allez nous en parler dans un moment. Absolument. En fait, c'est une très bonne question. On a entendu dans la bouche des commentateurs politiques, dans la bouche de commentateurs médiatiques, mais également avec des enquêtes d'opinion, que l'écologie aurait gagné. L'écologie aurait conquis l'adhésion de la société civile dans son intégralité. Nous, ce postulat, il nous posait problème, parce que si tout le monde est d'accord, pourquoi sommes-nous face à un blocage ? Du coup, ça nous a poussé à nous questionner qu'est-ce que nous fait véritablement l'écologie ? Est-ce qu'elle nous rassemble en créant une idéologie homogène, ou est-ce qu'au contraire, elle divise, elle crée des polarités, elle crée de la conflictualité ? Alors, pour répondre à cette question, on est allé chercher à l'intérieur de la base différents rapports à l'écologie, donc les relations qui existaient à l'écologie, et on a réussi à faire émerger 3 groupes. On a un groupe qui serait le groupe des écologistes, le groupe des environnementalistes et le groupe des productivistes. Les productivistes, ils ne croient pas dans l'écologie. Ils pensent qu'il n'y a pas d'urgence écologique. Ils considèrent que la technologie va nous sauver de l'urgence. Ils sont optimistes par rapport à la crise écologique. Ils considèrent qu'il n'y a pas d'urgence. Ils ne croient pas dans les alertes des scientifiques. Ils formulent à la rigueur une écologie qui serait une écologie de la propreté ou une écologie des paysages. Donc une écologie qui est circonscrite à un niveau très local et qui ne vient pas questionner les modes de vie, les modes de production ou les modes de consommation. Donc ce groupe-là, ne serait-ce que par son existence, vient fragiliser l'idée d'une victoire idéologique de l'écologie. Alors certes, dans notre base, c'est un groupe qui est sous-représenté, mais on a l'intuition qu'à l'intérieur de la société française, il est plus important. Ensuite, on a les écologistes et les environnementalistes. Alors ces deux groupes, en apparence, ils se ressemblent beaucoup. Ils déclarent un niveau d'urgence très élevé, entre 4 et 5 sur 5. Ils croient dans les alertes des scientifiques. Ils considèrent qu'il faut des mesures radicales pour résoudre la crise écologique. Et en fait, c'est dans cette proximité, dans le fait de considérer ces deux groupes comme un seul groupe, comme un groupe homogène, que les théories de la victoire de l'écologie se nourrissent. Mais en fait, si on rentre dans le détail et si on va sur des indicateurs plus précis, on s'aperçoit qu'il y a des divisions très profondes entre ces deux groupes et sur des sujets qui sont très structurants. Par exemple, ils sont divisés sur leur rapport au système économique. Les écologistes considèrent que le capitalisme est incompatible avec l'écologie, quand les environnementalistes considèrent que le capitalisme est à même d'assurer la transition écologique. Ils sont divisés sur la confiance qu'ils ont dans les institutions pour assurer cette transition. Ici, toujours, les écologistes considèrent qu'il faut changer les institutions, quand les environnementalistes ont confiance dans le processus démocratique, dans les institutions en charge de la transition écologique. Ils sont divisés, comme vous le disiez, sur le rôle des technologies. Les environnementalistes croient dans le solutionnisme technique, quand les écologistes considèrent que les nouvelles technologies sont en fait une part du problème. Pour vous dire, ils sont même divisés sur Greta Thunberg. Donc en fait, ces divisions, elles sont très importantes parce qu'elles sont constituantes d'un récit. Chaque groupe dessine, au regard de son idéologie, des horizons très différents et des projets de société qui sont radicalement différents. Et du coup, ce groupe n'étant pas homogène, donc on imagine que la société n'est pas tout à fait d'accord sur les actions à mener pour régler le sujet du climat. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi des idées reçues sur ce qu'on doit penser de l'écologie, de l'environnement, etc. C'est quoi les grands enseignements finalement de cette étude ? En fait, la deuxième grande idée reçue ou le grand récit que cette enquête est parvenue à bouleverser ou à préciser, le premier, c'est l'idée qu'il existe une génération climat. Alors, ce récit très efficace d'un point de vue communicationnel a été largement repris par les médias, mais aussi par les organisateurs du mouvement. Greta Thunberg, voilà, ce récit a été vachement repris. Nous, à l'intérieur de la base, on ne constate pas d'effet générationnel. On ne constate pas d'effet d'âge. Les jeunes ne sont pas plus engagés que c'est-à-dire des trentenaires ou cadras. Exactement. Réalité, si on voit un effet d'âge, ça serait plus un effet sur les plus de 65 ans, qui, eux,
effectivement, seraient plus dans le groupe des productivistes. Mais encore une fois, nos 3 groupes se répartissent de la même manière sur les tranches d'âge. La deuxième idée reçue, et on est très heureux d'avoir pu préciser ça, c'est que l'écologie serait un truc de riche. C'est-à-dire que l'écologie serait réservée aux classes supérieures parce qu'elles peuvent se permettre de se poser ces questions-là. Nous, on ne constate pas d'opposition populaire à l'écologie. Il existe une écologie populaire qui est certes absente des mobilisations ou moins importante que l'écologie des cadres supérieurs. Cette écologie populaire, elle se situe dans le groupe des écologistes. Donc c'est une écologie radicale qui remet en question le système économique. Et même s'il y a une opposition sociale à l'écologie, elle serait plutôt dans le groupe des cadres. Donc c'est assez intéressant. Ouais, c'est intéressant, oui. Une troisième idée reçue qui a été remise en question avec l'enquête Il est temps, c'est l'idée que l'écologie rassemblerait par-delà les clivages politiques, qu'elle serait tellement puissante qu'elle parviendrait à écraser les clivages politiques. C'est pas ce qu'on remarque. Nous, on remarque au contraire une permanence des effets du clivage gauche-droite. Nos 3 groupes, on leur a demandé de s'auto-positionner sur l'axe gauche-droite. Les écologistes déclarent largement très à gauche. Le groupe des environnementalistes est plutôt au centre et les productivistes se situent à droite et très à droite. Donc, l'écologie n'écrase pas c'est ce des choses que clivage. vous n'aviez pas du tout anticipées. C'était vraiment une surprise ou il y avait d'autres études précédemment qui avaient un peu donné en fait, nous, les enquêtes précédentes que nous avions faites, elles portent sur une population qui est plus restreinte, qui est le cœur mobilisé. Donc, en faisant du sondage en manifestation, on est allé poser des questions, pas tout à fait le même questionnaire qu'il est temps, un questionnaire plus court, mais qui posait des questions aussi sur le positionnement politique. Et on s'était aperçu qu'effectivement, il n'y avait pas de personnes de droite, de personnes d'extrême droite dans les manifestations. Donc nous, c'est un résultat... Tu parles des gilets jaunes, là, hein? Non. Pas que des gilets jaunes? Non, des non, à l'intérieur des mobilisations au climat, climat. nous, dans nos enquêtes, on n'observait pas d'électorat de droite, même dans les manifestations qui faisaient suite à la démission de Nicolas Hulot. Donc pour nous, ce n'était pas une grande surprise, mais on était heureux de voir que ça se vérifiait. La dernière des choses, c'est un effet de genre qui est très fort. En fait, ce qu'on observe, c'est peut-être pas l'idée de se dire que les femmes sont plus sensibles à l'écologie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un blocage masculin à l'écologie. À titre d'exemple, le cluster 3, donc le cluster qui est réfractaire à l'écologie, est composé à 83% d'hommes. Donc c'est très intéressant et on est heureux de pouvoir être sur le temps long, comme disait Fabrice, et d'avoir le temps de pouvoir étudier ces... Et donc, je reviens à vous, Margot, parce que ça fait beaucoup de matières hyper intéressantes et pas forcément attendues. Et quand on construit des programmes justement sur le long terme et que voilà, ces réponses qui arrivent et qui dessinent un petit peu des tendances assez nouvelles, assez surprenantes, comment vous en êtes emparé en fait pour construire, pour produire en fait ces programmes autour de l'enquête? Alors ça a été de nouveau une difficulté parce que on va dire la parole sociologique, la pensée sociologique, elle peut prendre certaines formes et un certain niveau de complexité et de précision. Et on a voulu en faire des programmes audiovisuels de data visualisation qui font donc 8 minutes. Et donc là, il faut commencer à essayer d'angler, de raconter une histoire. Et donc on a choisi en dialogue constant avec Gala et Quantité Critique, justement les points saillants dont certains qu'elle vient d'exposer pour faire 5 modules. L'écologie, un truc de riche, qui nous paraissait effectivement quelque chose... En gros, on a essayé de rentrer dans cette question des clichés, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens se disent a priori sur l'écologie et comment est-ce qu'on démonte, comment on utilise nos chiffres pour détricoter et expliciter d'où viennent ces clichés et pourquoi ils ne sont pas forcément vrais. Donc on a fait sur l'écologie un truc de riche, on a fait sur les différences entre les hommes et les femmes, justement de rentrer dans le détail de quelles pratiques ou quelles mobilisations les femmes sont plus enclines à opérer que les hommes. Et est-ce que c'est restreint à l'écologie ou pas? Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un peu plus large que ça. Le paradoxe de la viande, est-ce qu'on peut être écolo et manger de la viande? Pourquoi est-ce qu'on a du mal
à arrêter de manger de la viande, ou est-ce qu'il faudrait vraiment arrêter de manger de la viande et quelles sont les problématiques autour de ça. La question de la mobilisation, de comment est-ce qu'on fait évoluer les pratiques autour de l'écologie. Donc, est-ce qu'il faut une révolution verte? Quelles sont en gros les modalités d'action des citoyens, que veulent les citoyens qui ont répondu au questionnaire et comment ils pensent qu'il faut agir? Et le dernier épisode est sur la question du futur, donc demain ce sera mieux. C'est toutes les questions vraiment de prospective, de où est-ce que les gens ont envie de vivre, est-ce que on est pessimiste ou optimiste en l'avenir, etc. Donc voilà, il y a ces 5 modules qui sont vraiment le cœur du questionnaire. C'est-à-dire, on a pris les résultats, on a essayé d'en extraire la substance scientifique moelle pour raconter des histoires, même si vous imaginez bien que sur les 42 millions de réponses, on a pu donc une toute petite partie. Et après, les résultats ont aussi infusé les documentaires et toute la programmation qui va avoir lieu la semaine prochaine sur Arte, et que je laisse Christophe. Oui, Christophe, peut-être vous pouvez nous en dire un mot de ces documentaires et justement du travail, le parallèle entre ce que vous meniez sur le terrain et les résultats tels qu'ils arrivaient. Est-ce que ça a bien coïncidé? Est-ce qu'il a... Oui, parce que tout ça s'est fait en même temps. Alors, les résultats sont arrivés tard par rapport à la fabrication de documentaires qui sont vraiment sur du temps très long, de beaucoup plus d'1 an. Mais en même temps, voilà, il y avait une partie, notamment je pense au film Désobéissant, qui était dès la fin 2018 sur le terrain pour essayer de voir ce qui se passait sur la mobilisation autour du climat. Et donc c'est vrai qu'à un moment, quand on a vu arriver, quand Adèle Flo et Alizé Campini ont vu arriver les gilets jaunes dans le mouvement, on s'est demandé si c'était anecdotique ou si ça reposait sur quelque chose. Voilà, c'est typiquement ce genre de choses que le questionnaire a permis de résoudre en se disant oui, il se passe quelque chose là sur l'écologie populaire par rapport à des jeunes engagés, très diplômés, etc. C'est très bizarre cette alliance qu'on voit dans le film entre Priscilla Ludowski, qui a lancé le mouvement des Gilets jaunes, et Pauline et Élodie, qui sont vraiment un peu les têtes pensantes de ce mouvement. Donc c'est très très surprenant d'avoir une validation comme ça, plus qu'une intuition, et d'y réfléchir ensemble avec des sociologues pendant qu'on fait le film. De même sur Histoire bruyante de la jeunesse, qui est un drôle de film, hein, c'est quand même 2 heures, tout archive, etc., qui raconte 70 ans de mouvements culturels transgressifs par la jeunesse. On voit bien que l'arrivée, à un moment, dans le rock, dans la SF, dans la littérature, va arriver au début des années 70, les thématiques de l'écologie, explique en partie ce que nous dit Gala par rapport au fait qu'il n'y a pas de phénomène générationnel. Ouais, justement, ça c'est un des documentaires qui sera diffusé lors des 4 soirées spéciales Arte. Et peut-être donner le dernier mot à Fabrice avant qu'on ait le temps de pouvoir regarder un de justement des 5 modules dont on parlait tout à l'heure. Fabrice, si l'ambition au départ était la production de contenu, quand même, vous êtes une chaîne de télé, petit à petit, est venu se greffer un autre enjeu plus interne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ce projet-là, qui a mobilisé en interne, c'est finalement pas un enjeu interne. C'est-à-dire que pour faire les récits d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut aussi changer nos méthodes, qu'il faut que notre média soit en permanente adaptation, non pas pour suivre le mouvement, mais parce qu'il s'agit de coller au réel et que nos propositions en soient le moins éloignées possible. Donc effectivement, dans la chaîne qui est en plus tricéphale, hein, il y a l'antenne à Strasbourg, il y a Arte Deutschland, il y a Arte France, on s'est mis à travailler de façon totalement transversale, tous ensemble. L'équipe de la com de Céline Chevalier, par exemple, et des partenariats, évidemment, Arte Deutschland et Strasbourg, je l'ai dit. L'équipe du développement numérique a été extrêmement sollicitée et a fait un travail absolument énorme. Tout ça en mode transversal, une situation de partage de tous les métiers étaient convoqués, et on peut se dire qu'il y a là une espèce d'exemple de conduite à tenir. Peut-être il ne s'agit pas de tout faire comme ça, mais un mode de travail très pertinent pour l'avenir de la chaîne. Et puis il y a quelque chose d'important. Arte est en train de devenir une plateforme avec une chaîne linéaire et non plus une chaîne linéaire avec une plateforme. C'est cette
plateformisation, dans cette situation, en tout cas, la relation forte avec le public, elle est absolument centrale. Et elle se fait avec des films. Elle se fait avec des films où le travail que je tiens à saluer, moi, de Upian et d'Yami, a été un travail de mise en image, mais aussi de plaisir, de raconter des histoires belles, fortes et émouvantes, pour créer de la relation à travers ces récits en images. Mais voilà, le lien avec le spectateur est central. Pour nous, les spectateurs, ce ne sont pas des clients, ne sont pas des abonnés, ce sont des personnes avec qui nous essayons de dialoguer, avec qui nous tissons des échanges et des liens. Voilà. Et c'est un peu ça la leçon. Peut-être que justement on peut voir ça, la traduction de tout ce travail à travers l'un des 5 modules qu'on montre en avant-première, parce qu'il sera diffusé plus tard et on le retrouvera aussi sur le site internet d'arte.fr. Je vous propose de regarder ce module qui est peut-être Gala, vous pouvez nous le présenter. Non, Margot va nous le présenter. C'est le 4e épisode. De quoi s'agit-il? Tout à fait. Et pas seulement sur arte.fr, sur toutes nos chaînes de réseau, ce sera relayé par les plus de 30 partenaires que nous avons, etc. etc. Et sur arte.tv. Et sur arte.tv, merci Margot. Margot, ce 4e épisode, de quoi parle-t-il? C'est la question de la révolution verte. Donc, quelles sont les modalités d'action des citoyens? Qu'est-ce que demandent des citoyens sur ce qu'on leur impose et comment ils pensent pouvoir faire bouger les lignes quand ils pensent que les choses ne vont pas assez loin. Et c'est, pour précision, c'est une version qui sera à destination des réseaux sociaux, donc un peu plus courte que celles qui sont en ligne sur le site d'Arte, et qui passeront à l'antenne la semaine prochaine. Très bien, merci à vous 4, et puis regardons ce film tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. La crise écologique a ouvert une grande partie des jeunes à la politique. Leur mobilisation semble avoir porté ses fruits, au point qu'il n'y a plus d'effet générationnel face à l'écologie. Qu'on ait 17, 40 ou 65 ans, toutes les générations partagent le même sentiment d'urgence. Et pour tout le monde, le constat est le même. Les institutions politiques ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Alors, comment faire pour que ça bouge ? En mai 2020, Arte a lancé Il est temps, une grande enquête participative en ligne. 130 questions, près de 400 000 répondants en France et en Allemagne, plus de 40 millions de réponses traitées de manière anonyme. Vous nous avez donné votre avis sur le monde d'aujourd'hui et la société de demain. Un collectif de sociologues s'est plongé dans cet océan de données pour comprendre comment chacun se situe par rapport aux défis écologiques. Voici ce que vous nous avez dit. Et on est loin des clichés. Face à l'urgence climatique, les citoyens sont prêts à faire des concessions, quitte à abandonner une partie de leur liberté. Le gouvernement doit imposer des pratiques écologiques aux citoyens. D'accord, pas d'accord? Oui, parce que pour mettre en place les changements, pour par exemple me faire changer moi, il faudrait une dictature, limite me dire qu'on m'impose, on va râler. En France, on est un pays où il faut râler. Oui, c'est s'il y a des interdictions, ou bien de moins consommer de viande, ou de trier forcément ces déchets, moi je pense qu'il faut le faire. Tenez-vous bien, 82% des répondants réclament que leur gouvernement impose des pratiques écologiques aux citoyens. Français et Allemands sont d'accord pour interdire en priorité les emballages en plastique, les voitures en centre-ville et les vols intérieurs. Les Allemands voudraient voir la fin des croisières, les Français, la fin des fruits et légumes hors saison. Chacun ses priorités. Très clairement, de toute façon, on voit que depuis qu'il y a eu les premiers lanceurs d'alerte, il ne s'est rien passé. Les sommets en tout genre, c'est très bien. Il y a toujours, encore une fois, de belles annonces. Mais dans les faits, ça ne suit pas. On dirait que les choses ne bougent pas assez vite. La colère gronde face à l'inaction des États. 63% des répondants pensent que leur gouvernement n'en fait pas assez sur les questions d'écologie. Les participants français sont les plus radicaux. Pour 39% d'entre eux, leur gouvernement ne fait tout simplement rien. Alors comment passer à l'action quand on n'a plus confiance ? Pour faire entendre sa voix, la pétition, le vote, les likes sur les réseaux sociaux mettent d'accord l'ensemble des participants au questionnaire. Quant à manifester dans la rue, c'est perçu comme un moyen d'action efficace. Les marches pour le climat. Je soutiens. J'ai jamais participé, mais je devrais, peut-être, certainement, parce que c'est super important. Ich mache mit. Ich finde es wichtig. Ich finde es toll, dass junge Menschen
für diese Sache einstehen und da jeden Freitag irgendwie auf die Straße gehen und demonstrieren. 78% des répondants pensent que désobéir aux lois pour protéger l'environnement est acceptable, nécessaire ou inévitable. Pour moi, il faut parfois désobéir aux lois. Tout simplement parce que si on désobéit aux lois, peut-être que ça les fera changer. Il y aura peut-être une prise de conscience sur le fait que ça ne va pas. Créer de la résistance au niveau local, éventuellement occuper. Je pense que lorsque c'est vraiment fait de manière stratégique et tout, c'est ce qu'il faut faire actuellement. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt gegen das Gesetz verstoße, aus Umweltschutzgründen. Moi, je n'approuve pas totalement, mais je comprends leur démarche, je comprends leur combat, et ça fait quand même réfléchir et ça fait parler de la cause aussi. La désobéissance civile peut apparaître sous de nombreuses formes. C'est un désir d'instaurer des principes supérieurs, ceux de la planète et de la nature. Mais jusqu'où pouvons-nous aller pour les défendre ? Pour faire entendre sa voix, la violence est nécessaire, acceptable, contre-productive, inacceptable. Et ben, en l'occurrence, je commence à penser que c'est à la fois complètement acceptable et complètement nécessaire. Ich kann Leute verstehen, die sagen, es muss knallen, aber produktiv ist das nicht. Okay, Gewalt ist nie gut natürlich. Ich denke, sie kann produktiv sein, indem dass man Aufmerksamkeit erregt und Bewusstsein schafft. Aber ich unterstütze es natürlich nicht. Keine Gewalt. La violence est très majoritairement rejetée par 75% des répondants français et allemands, pour qui c'est contre-productif ou franchement inacceptable. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. 68% des répondants français déclarent qu'ils pourraient participer à un mouvement de révolte de grande ampleur, demain ou dans les prochains mois. Davantage en France qu'en Allemagne, où ils sont tout de même 52% à exprimer l'envie de se révolter. Alors, à qui fait-on confiance pour changer les choses ? Côté allemand, les répondants pensent à 46% que ce sont les experts qui vont résoudre les problèmes du monde. Côté français, c'est différent. Ils pensent à 40% que ce sont les citoyens qui vont faire bouger les lignes. Ils croient au collectif comme solution à la crise écologique. Pour résoudre les problèmes du monde, je fais surtout confiance à mon gouvernement, aux organisations internationales, aux ONG, aux entreprises, aux citoyens. Le gouvernement, non. L'organisation internationale, non. Les entreprises, non plus. Ouais, bah, pas beaucoup de personnes qui pourraient faire confiance. Je pense que je fais confiance aux citoyens qui vont faire comprendre que maintenant, c'est plus juste le fait de quelques personnes. À une majorité écrasante, 85%, les répondants français demandent davantage de démocratie participative. Alors reprenons. 63% des répondants pensent que leur gouvernement n'en fait pas assez sur les questions d'écologie. 82% réclament que le gouvernement leur impose des pratiques écologiques. 78% des participants au questionnaire soutiennent le principe de la désobéissance civile. Alors, il serait peut-être temps que les gouvernements agissent ? Alors, vous avez vu l'un des 5 modules qui sera diffusé, promis, avec sous-titres. Avec sous-titres. Ouais. Pour Arte, les c'est une chaîne européenne, avec une base franco-allemande, et évidemment, comme les programmes sont tout frais, parce qu'ils ont justement essayé de suivre aussi ce que disait l'enquête, désolé pour ce petit bug franco-allemand. On a compris en tout cas l'essentiel et l'esprit. C'était intéressant de montrer aussi les différences entre la France et l'Allemagne sur certaines questions avec des réponses très marquées culturellement. Mais peut-être qu'on peut profiter du petit temps qui nous reste pour nous parler un peu de ce qu'on va retrouver justement sur Arte. Donc 4 soirées la semaine prochaine. Donc ça, entre autres. Sur l'antenne linéaire et sur la plateforme, et ce pendant 1 an sur la plateforme. Donc voilà les 4 soirées. Christophe, peut-être. Qui commence mardi par un premier regard entre la Pologne, l'Allemagne et la France sur l'ensemble des enjeux qui ne sont pas simplement ceux de l'écologie, mais ceux des questions de genre, des questions de racisme, de discrimination, etc. La deuxième soirée va être plus sur le vécu intime, avec un
un grand documentaire là, de création qui s'appelle Alors heureuse. La troisième soirée va être beaucoup plus sur un regard historique et culturel qui va s'appeler l'histoire bruyante de la jeunesse. Et la quatrième soirée va être sur vraiment l'activisme. Qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement avec le film Désobéissante? Bon, on sera tous devant nos chaînes. Et des films coproduits par la France, l'Allemagne et par l'ensemble des partenaires d'Arte. Merci à vous quatre et bon visionnage la semaine prochaine de ce programme Il est temps, spécial sur Arte et sur les plateformes, les différentes plateformes qui communiqueront sur ces programmes. Merci à vous quatre Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci à Julia Lemarchand et à tous ses invités pour cette conversation au long cours qui s'annonce passionnante. Plus de 42 millions de réponses, des films, des thématiques, des soirées à retrouver très bientôt sur Arte. Cette conversation ne fait que commencer.